Cet épisode est soutenu par Studio à suivre, le podcast qui dessine, présenté par les éditions Casterman. Tous les mois, Studio à suivre propose d'entrer dans les coulisses de la création d'une bande dessinée et de partir à la rencontre d'un auteur ou d'une autrice pour découvrir ses habitudes de dessin. Le 26 juillet prochain, les yeux du monde entier vont être rivés ici, sur la scène où aura lieu la cérémonie d'ouverture des Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Le coup d'envoi de l'événement est fixé au 26 juillet. Le 26 juillet prochain, la France s'attend à accueillir environ 1 million de personnes supplémentaires par jour, dont beaucoup se retrouveront dans les transports d'Île-de-France. Les Jeux Olympiques vont-ils retarder la rentrée littéraire ? La question n'est pas si incongrue qu'elle en a l'air. Circulation bloquée, acheminement des livres compromis, médias en boucle, le monde de l'édition se fait-il voler la vedette ? C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez Les Voix du Livre, un podcast conçu en partenariat avec les éditions Duno. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, direction Arles pour rencontrer Émilie, la fondatrice des Grandes Largeurs, une librairie au passé insolite et aux rêves d'avenir tout aussi extravagants. À la fin de l'épisode, les journalistes de Livre Hebdo se réunissent autour des livres qui dévoilent, fil après fil, le paysage éditorial du mois d'avril. Avant cela, Éric Dupuis, journaliste à Livre Hebdo, nous raconte son enquête dans les coulisses du stade de la rentrée littéraire avant les épreuves des JO. Les voix du livre en ouverture. À Livre Hebdo, on a décidé de se pencher pour ce numéro d'avril sur l'impact des Jeux Olympiques pour la chaîne du livre et surtout les réflexions qu'ils entraînent pour chacun des maillons. Cet été, ce sera une période inédite, surtout à Paris. C'est très parisien comme sujet, mais tout en étant parisien, cela touche la quasi-totalité de la chaîne du livre, donc c'est intéressant tout de même. Et puis, il y a un manque d'expérience qu'on peut avoir sur ce sujet. Autant s'il y a une pandémie, dans X temps, on pourra se baser sur l'expérience des années 2020-2021. Autant là, les derniers JO à Paris, c'était en 1924, un tout autre monde. Donc, cet aspect inédit, il entraîne forcément des réflexions, quelques inquiétudes, mais surtout une organisation à anticiper pour chacun des métiers de la chaîne du livre. Alors, pour l'éditeur, grosso modo, il y a 3 réflexions à mener. Comment je gère mon équipe pendant la période ? Télétravail, pas de télétravail, fermeture des bureaux ou non ? Par exemple, est-ce que je dois aller jusqu'à demander aux auteurs de rendre leur manuscrit en avance ? Quand même pas. Si, j'imagine que ça va peser sur les auteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que vraiment, il y a des choses qui sont prévues et qu'on va travailler à ce qu'elles paraissent comme cela est prévu. Mais je pense que les allers-retours sur des épreuves devront s'arrêter avant les années précédentes. Là, on vient d'entendre Camille Polluant de l'agence Tram qui s'occupe des relations publiques d'auteurs et d'éditeurs. La question se pose tout de même moins sur les métiers de l'éditorial que pour la fabrication. L'été, vous le savez, c'est la période des bons à tirer, des livres d'automne et de Noël. Donc ça, il faut faire attention. Est-ce que j'anticipe ma fabrication de 2 semaines ? Est-ce que je mets en place une technique de validation à distance ? Voilà, c'est une première réflexion. La deuxième, c'est sur la rentrée littéraire. Comment est-ce que je l'organise ? Elle intervient pile entre les 2 plages de jeux, entre les Jeux Olympiques et ceux Paralympiques. Et donc concrètement, qu'est-ce que cela change ? Rien en fait, mais si. Un peu. Est-ce que je décale d'1 semaine l'office ? Stratégiquement, le bassin parisien reste une zone importante de lecteurs de la rentrée littéraire. Est-ce qu'ils seront rentrés fin août, début septembre pour acheter mes titres ? Et quelle est la meilleure date pour la mise en place ? Voilà ce à quoi réfléchissent les éditeurs. Et enfin, 3e interrogation, c'est lié à la réflexion sur la communication, qui se fait évidemment en amont, mais à une période fin de printemps, début d'été, où il sera évidemment beaucoup question des Jeux Olympiques dans les médias. Donc comment est-ce que je récupère de la bande passante pour communiquer sur mes livres de la rentrée littéraire et surtout où j'envoie mes services de presse et quand, Camille Polluant ? Dans l'agence que nous avons créée il y a quelques années, on avait l'habitude de se répartir les présences par période, c'est-à-dire que l'une d'entre nous s'arrêtait vraiment fin juillet, début août, et les autres reprenaient à partir vraiment de la fin de la première semaine d'août.
Je pense que cette année, avec les Jeux Olympiques, il va falloir s'organiser peut-être un petit peu comme lors de la période où des confinements ou réglementations successives, envoyer plus de PDF et demander aux journalistes des adresses estivales ou s'ils ont décidé de faire du télétravail pendant un mois et demi. Oui. Pour les distributeurs, c'est un défi logistique. L'accès à Paris sera difficile à n'en pas douter. Les centres logistiques sont en grande couronne, donc moins impactés, à l'exception peut-être celui d'Hachette, à Maurepas. C'est situé non loin du site olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais en mars, le groupe n'avait toujours pas communiqué sur un plan spécifique à mettre en place. Est-ce que logistiquement, je n'ai pas intérêt à bouleverser mes offices ? C'est la question que s'est posée MDS, la filiale distribution de Média Participation, et qui a donc déjà anticipé en prévoyant 3 offices en août contre 2 habituellement, pour permettre d'étaler la sortie des livres de la rentrée littéraire et ainsi dégager de la flexibilité pour les livreurs. Les livreurs qui sont d'ailleurs déjà en ordre de bataille. C'est Prism principalement qui s'occupe de la livraison de livres à Paris et il compte engager des discussions avec les libraires pour réaliser les livraisons la nuit. C'est le cas déjà pour environ 10% de leurs clients. Il faut qu'ils trouvent une solution avec 90% des autres. Ce n'est pas rien. Cela représente plus de 600 points de vente à Paris et en banlieue. Des clients libraires qui seront ouverts ou non, là aussi c'est une question et qui se réfléchit au cas par cas. La plupart des libraires parisiens que nous avons interrogés ne savaient pas encore s'il était opportun de rester ouvert pendant cette période ou à l'inverse de fermer. Là aussi la situation est très différente si vous êtes installé près d'un site olympique où la circulation des biens et des personnes sera très régulée ou éloigné de ses nœuds. Sandrine Babu de la librairie L'Instant dans le 15e arrondissement sera en plein cœur des festivités juste à côté de la Seine et elle est pleine d'interrogations. C'est une période de l'année, nous, en général, on ferme début août. Donc comme les JO commencent le 26 juillet, finalement, on pourrait fermer dès le 26. Au moins, on ne serait pas impacté. Mais c'est une période qui est d'habitude très calme en librairie. À Paris, il n'y a personne. Bon, là, du coup, ça peut être une opportunité. On ne sait pas trop dans quelle mesure. Concernant la rentrée littéraire, on s'est posé des questions de voir comment on serait impacté. Les premiers offices arrivent en général à partir du 16 ou 17 août. Donc on a un point d'interrogation sur les livraisons qui vont être faites pendant toute la période des JO. On n'a pas d'infos pour l'instant. Il peut y avoir un impact en termes de trésorerie parce qu'on va être obligé de commander les livres peut-être avant le 15 juillet. Si on doit commander en juin, pour fin juillet, il faudra qu'on paye les livres un mois plus tôt. Comme la librairie, on est toujours un peu sur le fil, surtout à cette période-là qui n'est pas très faste pour nous. Et quel sera le public lors de cette période ? Des amateurs de sport ? Sûrement. Français ou étrangers ? On ne le sait pas encore. Ni Sandrine Babu. Pour le réassort, l'assortiment qu'on doit avoir, évidemment, il va falloir adapter un peu par rapport à ce qu'on a d'habitude. Mais on se dit qu'il faudra plus de livres en VO, en anglais, parce que c'est ce qui va réunir le plus de monde. Et puis en d'autres langues, à voir aussi. En termes aussi de cartes postales autour de Paris, de papeterie. Voilà, donc on a un peu réfléchi à ce côté tourisme. On a réfléchi sur les livres, sur les JO. Après, sur le sport en général, je ne suis pas persuadée que les gens vont acheter des livres sur le sport. C'est pas parce qu'on aime regarder du sport qu'on aime lire un livre sur le sport, en fait. Alors, nous sommes allés à Londres pour tenter d'avoir un retour d'expérience des libraires sur place après les Jeux Olympiques de 2012. Tell me, Dave, what changed for you? J'ai rencontré David Swindels de la librairie South Kensington Books à Londres. So, it was before the Olympics, really. There was a massive amount of investment in London. Et lui, il estime en fait que c'est une super opportunité de voir une arrivée massive de clients et donc qu'il était pas inintéressant de se pencher sur la question afin de profiter d'une possible plus forte fréquentation. Alors il reste un peu de temps pour trancher sur toutes ces réflexions. À Livre Hebdo, nous avons souhaité réaliser ce dossier dès à présent pour mettre en exergue les réflexions des acteurs de la chaîne du livre afin de leur donner quelques pistes avant les annonces des organisateurs sur les régulations des modes de transport qui seront appliquées pendant cette période. Ces annonces, elles doivent intervenir dans le courant du mois d'avril. Cela sera encore très théorique. Des pros de la logistique me disaient que quoi qu'il soit décidé en amont, ce sont les premiers jours des JO qui donneront le là des problématiques sur cette période. Est-ce que cela sera le chaos ou à l'inverse bien organisé ? Réponse fin juillet, mais il est important de se poser la question dès à présent. L'enquête d'Éric Dupuis, intitulée « La chaîne du livre à l'épreuve des Jeux Olympiques », menée avec les journalistes Alexandre Mouawad, Antoine Masset, Élodie Carrera, Léon Catan et Fanny Guillaumard, est à découvrir dans le numéro d'avril de Livre Hebdo.
voix du livre. En chemin. Nous sommes début février 2024, sous un grand soleil d'hiver et je suis à Arles, dans la rue Réatu, dans le centre historique de la ville, devant la librairie Les Grandes Largeurs. Je m'apprête à rencontrer Émilie, qui a fondé cette librairie. On est dans la capitale du son, vous êtes en train de me dire ça ? Oui, baissez votre micro. Alors je rencontre un monsieur qui a fait du podcast avant le podcast, un Arlésien. Mais je me tais parce que là, il y a une perceuse. Et moi, face à des engins mécaniques, je m'incline. Mais par contre, je vous invite à vous rapprocher là, à mettre le micro là. Et vous allez emporter un son d'Arles. Ce monsieur, interpellé par mon micro, puisque si j'ai bien compris, il a cofondé l'association de création sonore Fonurgia Nova, nous fait entendre le son d'une plaque d'égout de la ville d'Arles, une pièce du mobilier urbain qui inspire les artistes arlésiens. Merci, vous aussi. Bonjour. On est à la librairie Les Grandes Largeurs. Vous êtes Émilie, la fondatrice ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me raconter le lieu ? C'est un projet que j'ai eu, on va dire, un peu sur un coup de tête, où j'étais libraire à Paris pendant quelques années, mais en étant native d'Arles et en ayant grandi à Arles. Et j'avais pas du tout prévu de revenir m'installer ici, mais il s'avère que la librairie que tenait Harmonia Mundi a fermé en 2017. Et pour moi, ça laissait un vide et je me suis dit, si quelqu'un d'autre le faisait à ma place, ce serait terrible, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer à ce moment-là. Et j'ai trouvé un local assez rapidement, et un local qui, moi, me tient vraiment à cœur, parce qu'en fait, c'est un endroit où je venais quand j'étais petite, qui était une boucherie, et qui était vraiment une boucherie vraiment très importante de la ville. Comme c'est un lieu qui avait vraiment une âme, j'ai essayé de garder un maximum de traces, en fait, de cette boucherie dans la librairie. J'ai récupéré leur bio, j'ai récupéré des crochets à viande, j'ai récupéré des plats, et au fond de la librairie, on a gardé une chambre froide. On a gardé, évidemment, que la porte, la chambre froide ne fonctionne plus. Et dans lequel, on s'est amusé à mettre les livres de cuisine et les livres pratiques. Et il y a encore le nom du boucher sur la façade et 2 arches en pierre avec des têtes de vaches et de taureaux. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est un certain cachet, mais je pense que pour les habitants d'Arles, c'était important aussi de garder mémoire, en fait, mémoire du lieu. On est assises l'une à côté de l'autre et je me retourne et je vois qu'il y a un escalier en pierre magnifique sur lequel vous avez installé des livres. Vous pouvez me raconter l'histoire de ce petit recoin ? Oui, c'est un recoin dans lequel, au départ, il y avait un placard et on avait prévu avec l'architecte, de le calfeutrer et puis de mettre des bibliothèques devant. Et puis en attaquant les travaux, j'ai quand même démonté le placard. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un escalier en pierre, du coup en pierre de Fontvieille, derrière et en plus absolument pas abîmé, j'ai refait faire les plans de la librairie pour garder cet escalier que je trouvais absolument magique. Et en plus, j'avais cette idée, ce côté assez poétique d'avoir un escalier qui ne mène nulle part. J'aime beaucoup cette idée. Être une libraire et passer de Paris à Arles, qu'est-ce que ça représente comme changement ? Alors moi je pensais que ça ferait un énorme changement et finalement pas tant que ça. Sur le fait qu'il y a en fait une clientèle qui finalement est assez proche. Le profil de la ville d'Arles fait que il y a vraiment des gros lecteurs, des gens qui lisent des choses assez pointues. Après, ce qui est très différent, c'est peut-être les enjeux parce que forcément. Quand on passe d'une très grande ville où il y a énormément de passages à une ville de 50 000 habitants, la vie sociale est très différente. Les gens nous sollicitent beaucoup, on se doit d'être un peu présent partout. Je dirais que c'est plus politique aussi. Voilà, mais c'est aussi pour moi ce qui fait tout le bonheur d'être là, quoi. Ça donne vraiment l'impression d'être une actrice locale vraiment active et c'est-à-dire qu'on a aussi une empreinte très forte à gauche. Ça, moi, c'était un pari aussi, pareil, dans une ville de 50 000 habitants, de se dire on va faire ce choix-là, d'avoir une identité politique et de voir comment ça répond, parce que c'est aussi un danger, parce que c'est des choses qui peuvent fermer des portes. Or, il s'est avéré que nous, c'est ce qui nous a permis d'avoir une existence importante dans la ville, parce que on fait face à un très très gros concurrent, puisque la librairie Actes Sud, qui est implantée à Arles, est quand même une librairie qui fait 400 mètres carrés, qui a vraiment pignon sur rue et qui est extrêmement connue. Il y a beaucoup de touristes qui viennent même juste pour Actes Sud et qui veulent visiter Actes Sud. Donc
Nous, il fallait qu'on trouve une manière de vivre là-dedans un peu différente. Et donc, du coup, cette orientation politique, ça nous a permis de créer des liens avec vraiment tout le milieu associatif, tout le milieu militant, une partie du milieu culturel d'Arles. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me plaisait, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. À Paris, c'est plus compliqué de sentir ça. Je crois que vous avez aussi une problématique liée au fait de ne plus être à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, passer d'une librairie parisienne à une librairie de province, en revanche, ça pose un vrai problème, qui est le problème du transport. Dans la mesure où, dans un pays extrêmement centralisé, forcément, il y a des vraies difficultés pour nous en province qui n'existent pas forcément à Paris. Évidemment, on a plus de distance vis-à-vis des distributeurs qui sont majoritairement à Paris, et du prix de l'essence qui, ces dernières années, n'a fait qu'augmenter et qui a énormément impacté nos factures de transport. Donc on a eu une année 2023, par exemple, particulièrement difficile, avec des factures qui ne faisaient qu'exploser. Et donc ça pose, pour le coup, de vraies questions sur nos manières de travailler. À Paris, par exemple, moi j'étais dans une librairie qui faisait partie du réseau Librest. Moi j'ai adoré travailler dans ce réseau, je trouvais que c'était un fonctionnement assez fabuleux. Et l'échange de livres qui est pratiqué entre les librairies de Librest permet de recevoir des commandes clients en 2 heures. Ce qui est absolument dément, qui du coup surpasse même les capacités d'Amazon, quoi. Donc avoir des livres en 48 heures, c'est faisable chez certains distributeurs, mais majoritairement, en fait, on a les livres en 3-4 jours. Et que tout ça, ça a un coût. C'est vraiment quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et où j'ai pas jugement. Je comprends parfaitement qu'un des enjeux en librairie, c'est de maintenir quand même une performance, en fait, et d'avoir cette rapidité pour servir les gens, qui nous permet d'être quand même compétitif avec Amazon. Mais on a à la fois ces questions de coût et aussi les questions environnementales, parce qu'à un moment donné, c'est quand même intéressant de aussi se poser la question comme ça, en termes de trajet de camion, de déchets que ça génère. Nous, on s'est rendu compte, ça m'a pris du temps, je pense bien 5 ans, pour passer à un stade où finalement je fais confiance à mes clients. Et que, on est dans une petite ville, qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent qu'en fait les choses prennent un peu plus de temps. Et là, pour le coup, en plus, mon expérience parisienne fait que j'ai un peu du mal à me dire qu'il y a un livre, il va mettre 1 semaine à arriver. Pour moi, c'est encore difficile à accepter. Mais je pense que la rapidité et le culte en fait de la performance dans lequel on est aujourd'hui nous entraînent tous à avoir des comportements en fait qui sont aberrants sur le plan environnemental, mais surtout sur le plan social, le plan humain. Enfin, je rajouterais même une dimension, je vais dire politique, mais je devrais peut-être dire philosophique, et que de réussir autant qu'on peut en fait à décélérer. Voilà, moi j'y vois quelque part une porte de sortie. Pour ce podcast, nous proposons en partenariat avec les éditions Duno un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Émilie de la librairie Les Grandes Largeurs et elle tient entre les mains la boîte à outils du libraire de Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Millois que vous avez ouvert, Émilie, au chapitre Libraire et éditeur, une relation durable. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce chapitre ? Alors j'ai choisi ce chapitre parce que je suis tombée sur cette phrase « Ne sous-estimez pas l'importance du lien entre éditeur et libraire ». Et je trouve que c'est vraiment très juste parce que finalement de cette relation entre libraire et éditeur, on n'en parle pas assez. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur en fait de développer en fait des relations professionnelles qui peuvent aussi devenir assez rapidement d'ailleurs des relations amicales avec les éditeurs et les éditrices. Et du coup moi j'essaie vraiment d'entretenir ça régulièrement, c'est-à-dire que quand je lis des livres qui me plaisent beaucoup, j'envoie un petit mail, ça leur fait plaisir d'avoir des retours. Et surtout, ce qui permet de créer des relations après, dans un terme un peu plus long, d'avoir, je sais pas, des fois des idées d'événements qu'on peut construire ensemble, de monter des festivals, de créer des cycles de rencontres. J'appelle les éditeurs et les éditrices, je leur parle de mes projets des fois un peu fous, et puis ils m'aident, ils me soutiennent. Et aussi, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que le livre, ça fonctionne vraiment grâce à une chaîne. Chaque métier est spécifique, mais que si on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre chaque métier. Puis on connaît nos métiers qui sont différents, mais qui sont tous évidemment complémentaires parce qu'ils ont tous le même but, c'est qu'on vende ces livres et qu'on les partage. Ça nous grandit et ça nous profite.
Merci aux éditions Duno pour leur participation à notre capsule de transmission des savoirs. Merci Émilie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la librairie Les Grandes Largeurs ? Si j'étais cynique, je dirais d'être toujours là. Mais non, je sais pas. Des projets, de créer des festivals. J'essaie de mettre en place en fait un festival créé par les femmes et que ce festival en fait il se déroule partout et surtout dans les rues pour faire sur quelques jours une reprise en main totale de l'espace public. Ça c'est un vrai rêve en tout cas que j'essaie de construire avec une équipe de folles dingues comme moi. Ça vraiment j'aimerais beaucoup. On souhaite à ce lieu de votre enfance de prendre les grandes largeurs de vos rêves fous dingues. Et merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Les voix du livre en haut de la pile. C'est la 3e partie de ce podcast, la rubrique En haut de la pile. Je suis entourée de 3 journalistes de Livre Hebdo qui dévoilent leurs coups de cœur, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des livres choisis pour refléter, comme des miroirs le long du chemin, l'horizon éditorial du printemps 2024. Fabienne Jacob, Pauline Gabinari et Sean Rose s'installent. En attendant, Jacques, quel est le chiffre du mois ? Eh bien, le chiffre du mois, Lorraine, c'est 343,9 millions d'euros. C'est le nombre de livres qui ont été vendus en janvier 2024. Livre Hebdo fait évoluer ses tableaux de bord, là où nous donnons les chiffres du marché. Et désormais, avec notre partenaire JFK, nous sommes en mesure de donner des chiffres extrêmement précis. Alors, le chiffre que je viens de vous donner, je suis en train de le vérifier, donc ce sera peut-être pas tout à fait ça. Ça va pas être très loin non plus, mais le chiffre que nous publierons sera extrêmement précis, collecté auprès de GFK, qui est l'organisme avec lequel nous travaillons, et qui permet d'avoir une tendance assez claire. Il semblerait que, au total, sur janvier 2024, on ait vendu en valeur 5,1% de moins de livres qu'en janvier 2023 et en volume 7,5% de moins, ce qui est logique puisque les prix des livres ont un peu augmenté. Alors pourquoi ce changement ? Avant, on avait des indicateurs sur la santé du marché qui étaient le ressenti des libraires. C'était très bien parce qu'effectivement, on allait voir les libraires et ils nous disaient moi, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde, mon stock baisse, mon stock monte. Et ça, c'était le bon côté. Le côté qui était un tout petit peu plus discutable, c'est quand un mois, vous avez 32% des libraires qui vous disent « il me semble qu'il y a moins de monde ce mois-ci » et 36% des libraires qui disent « il y a un peu plus de monde ce mois-ci ». C'est pas une donnée sonnante et trébuchante. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'évoluer vers des données très précises qui donneront, à mon avis, mieux le pouls du marché. En avril, les indicateurs s'affinent. Merci Jacques pour ce chiffre. Fabienne, notre spécialiste jeunesse, tu nous parles d'un rayon qui va s'ouvrir bientôt dans les librairies avec sur la pancarte 2 lettres J-O. J.O., oui. Alors, les petits chats font leur J.O., les chatons laveurs font également leur J.O. Il y a un jeu olympique de Guillaume Guéraud et Ronan Badel au Seuil Jeunesse qui est assez fantastique, mais il y en a un qui sort vraiment du lot, que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Les Olympes, c'est un roman transgénérationnel, c'est pas seulement pour les ados, par 8 voix de la littérature jeunesse assez renommée, Jovitek, Valentine Gobi, Maya Brahmi, sous la direction de Karl Trebor. Alors, de quoi s'agit-il ? 8 femmes exceptionnelles, des grandes sportives, mais qui ont un engagement autre que sportif, qui ont aussi un engagement politique. Elles ont lutté de haute lutte, si je puis dire, pour que leur sport soit l'égal de celui des hommes. Elles ont lutté contre la ségrégation raciale et aussi contre le tabou du corps féminin. Par exemple, ma préférée, c'est quand même l'indo-américaine Kiran Gandhi, une sportive du dimanche. Elle n'est pas spécialement sportive, mais elle a couru le marathon de Londres en 2016. Elle a eu ses règles, elle a décidé de continuer parce qu'on ne peut pas s'arrêter pour prendre des protections hygiéniques. Donc elle a continué, elle est arrivée au bout avec évidemment du sang entre les jambes.
Donc, tabou, elle a brisé le tabou des règles et la photo a fait le tour du monde. Une autre marathonienne que j'aime bien, Catherine Switzer, a été la première en 67 à courir le marathon de Boston. Malgré l'agression, je dis bien l'agression, elle a été menottée par les organisateurs hommes qui ont voulu coûte que coûte l'en empêcher. Et j'aime beaucoup aussi notre Serena Williams nationale, pas nationale du tout d'ailleurs, qui à l'âge de 19 ans a battu la Belge Kim Kleuters, je dirais que ça se prononce comme ça parce que ça doit être flamand. Elle gagnait, mais sur le court, en 2001, comme un seul homme, tout le public blanc et bourgeois de ce sport a applaudi à tout rompre la perdante et blanche Kim Kleuters. Mais elle a gagné. C'est quand même incroyable de gagner alors que vous avez tout un public contre vous. Je trouve ça admirable. Voilà. Et c'est un livre donc féministe, si je comprends bien, mais signé par des femmes et des hommes. Ce n'est pas si fréquent. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote que m'a rapportée Karine van Wormoed. Décidément, je suis sous le sceau flamand, là, éditrice de la collection Lied chez Albin Michel Jeunesse, qui m'a dit que quand Carole Trebor, l'autrice qui a supervisé ce recueil, est allée la voir avec ce projet, elles se sont demandé si elles pouvaient ouvrir aux hommes, et la réponse a été oui. Mais il faut dire qu'elles n'ont pas pris beaucoup de risques, parce qu'elles ont choisi 2 hommes qui sont au-dessus de tout soupçon. Mathieu Palin, qui a fait auteur de la série Les Hommes Violents sur France Culture, et Sylvain Pathieu, qui, dans Beauté Parade, s'est intéressé, c'est un très beau sujet, au milieu des femmes exploitées, surexploitées, des petites mains, des manucures et des coiffeuses dans le centre de Paris. Merci Fabienne. Ça s'appelle Les Olympes, sous-titré 8 destins exceptionnels de femmes qui ont transformé le monde du sport, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Pauline, tu reviens du Québec. Tu nous parles d'une tendance québécoise. Le Québec est à l'honneur du Festival du Livre Paris 2024 qui se tient du 12 au 14 avril au Grand Palais éphémère. Bravo pour ton engagement quand même, Pauline, qui n'a pas dormi, qui a passé la nuit dans l'avion. Qu'est-ce qui t'a marqué, Pauline ? J'avoue que j'ai été hyper impressionnée déjà par la jeunesse des auteurs et des éditeurs là-bas. Ça change pas mal de nos éditeurs à nous, à la tête blanche, on va dire. Et puis, ce dont je voulais aussi vous parler, c'est une forme d'écriture qui m'a bien plu et qui est assez en vogue là-bas, qui s'appelle la littérature de fragments. C'est ce type de livre un petit peu hybride et avec lequel on compose comme ça, par petites touche. On pourrait presque le comparer à quelque chose d'assez impressionniste. Ça rappelle un peu Neige Sino, j'ai l'impression, d'après ce que tu décris. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi, et on le retrouve dans Neige Sino, une littérature de sensation. Alors, pourquoi ça m'a marqué, en fait ? C'est que pour moi, on touche aussi ici la littérature d'une nouvelle génération, une génération qui doute, qui se pose plein de questions. Et c'est tellement puissant que c'est carrément devenu une mouvance au Québec, comme je le disais. Côté référence, j'ai rapporté avec moi plusieurs bouquins. La poétesse autochtone incroyable Naomi Fontaine, et aussi pour le côté un petit peu trashy, Jacob Vren avec un livre qui s'intitule La famille se crée en copulant, sorti chez le Cartanier. Alors c'est tout un programme. Pour ceux qui aiment le trash, je conseille. Mais l'exemple dont je voulais surtout vous parler, c'est un roman dont la lecture a été faite en live et ça a été hyper bouleversant. Ça s'appelle Un choix d'amour de Valérie Forgue. C'est paru en août dernier chez Triptyque. Valérie Forgue, nous avec l'équipe, on l'a rencontrée à Québec où elle nous a donné une lecture éblouissante de son livre. C'est le récit de son avortement et de son refus de maternité. On n'est pas du tout dans un manifeste, en fait, là. Elle va raconter par petites touches qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son corps. On était complètement scotchés. Comment dire, une écriture sans concession, bien enracinée, mais en même temps assez sensible et fragile. Voilà, moi ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller la rencontrer au Festival du Livre de Paris, puisqu'elle viendra. Et j'espère pour vous que vous aurez une expérience aussi bien que la mienne avec elle. Ou alors de la retrouver dans le hors-série de Livre Hebdo consacré au Festival Livre Paris 2024. Oui, exactement, qu'on est en train de préparer avec l'équipe. On est hyper excités. Fabienne, je crois que tu voulais nous parler, toi aussi tu aimes beaucoup la littérature de fragments. Oui, parce que je n'aime pas le récit linéaire, ça m'emmerde, pour dire la vérité. Donc tout ce qui n'est pas récit linéaire va m'intéresser. J'aime bien l'ellipse parce que ça fait bosser le lecteur, ça le fait un peu travailler du ciboulot. Et moi, je voulais citer Eugène Savitskaya, qui est un grand maître du roman fragmentaire et qui a fait Mentir, par exemple, déjà en 77. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance, tu as raison, que ça arrive.
Sean ? Oui, cette tendance, en fait, reflète peut-être cette génération. Ça me faisait penser à Zygmunt Bauman, qui est un sociologue et philosophe britannique, mais d'origine polonaise, et qui a beaucoup parlé de nos vies liquides. La vie liquide, c'est justement cette vie où on n'arrive à rien à attraper, et ça s'est amplifié avec la génération Z, c'est-à-dire le zapping permanent, mais c'est le swipe. Donc c'est, pour moi, en fait, un symptôme des temps, et c'est normal, puisque la littérature est un miroir, en fait, de la société telle qu'elle est. Alors, je rappelle juste Un choix d'amour de Valérie Forgue, c'est le conseil de Pauline, qui est paru au Triptyque en août 2023. Sean, tu reviens, toi, de la London Book Fair, qui a eu lieu du 12 mars au 14 mars 2024, et tu en as profité pour lire dans les feuilles de thé londoniennes un livre très attendu pour la rentrée littéraire de cet été en France. Oui, en fait, ce livre a été acheté bien avant. J'ai rencontré énormément d'éditeurs qui m'ont parlé des tendances. Je vous ferai un petit tour des tendances de la Foire de Londres, en français dans le texte. Donc oui, j'ai vu Claire Docero, qui s'occupe de la littérature étrangère chez Robert Laffont, et elle m'a annoncé la sortie. J'étais tout à fait excité de savoir que ça sortait. Et c'est Julia, c'est de Sandra Newman. C'est Julia, c'est le prénom, personnage féminin dans 1984 d'Orwell. Donc 1984, 2024, vous calculez, je suis nul en maths, mais vous voyez qu'il y a quand même, c'est un chiffre rond. Et Orwell avait imaginé son narrateur, Winston Smith. Et là, c'est du point de vue féminin. Donc, c'est ce qu'on appelle a companion book. C'est-à-dire, c'est comme l'autre partie, c'est le diptyque, c'est le livre sœur, si je puis dire, de 1984. Et même pour la petite histoire, les ayants droit d'Orwell, en fait, étaient plutôt réticents, mais devant le talent de cette romancière, Sandra Newman, ils ont bien voulu céder les droits. Et on attend vraiment cette traduction. Et ça corrobore la tendance qui montre que les femmes sont toujours au top. C'est-à-dire que même là, au Salon de Londres, il n'y avait pas ce qu'on appelle le hot titles, il n'y avait pas des enchères incroyables sur un livre. Mais s'il y a des tendances, il y a bien la tendance féministe et féminine qui revisite les genres, les modernes classiques comme 1984, mais c'est les femmes dans l'espace, les femmes dans des dystopies. Voilà, ça continue, c'est 50 nuances de féminin, et voilà, c'est pour la joie des lecteurs et des lectrices. Les femmes sont au top. Sean, tu ne peux avoir que nos suffrages autour de cette table. Est-ce que vous voulez réagir, Pauline, Fabienne ? Moi, j'aimerais quand même que tu décrives un peu ce bouquin qui est aussi magnifique dans sa forme. À quand les hardcovers en France ? Ah oui, ça sortait le livre, il est magnifique, avec la typo est magnifique. On parle beaucoup anglais, mais c'est normal, mais parce qu'on revient à Londres, etc. Mais hardcover, ça veut dire en fait en couverture dure. Et c'est vrai que on est toujours admiratif de ces livres anglais ou américains d'ailleurs, qui sont en cartonné, bien reliés, avec une jaquette, une typo. Merci Sean. Julia de Sandra Newman, traduit par Hélène Cohen. C'est annoncé pour le 29 août 2024, collection Pavillon chez Robert Laffont. De mon côté, j'aimerais vous parler d'un beau livre, un trésor d'archives qu'il faut offrir à toutes les personnes qui aiment l'art, Les suffragettes de l'art, sous-titré L'entrée des femmes à l'école des beaux-arts. C'est signé Anaïde Demire, commissaire d'exposition et critique d'art, et c'est édité par l'école des beaux-arts. Ce détail a de l'importance dans l'histoire que je vous raconte. Quelques mots sur le livre. Anaïde Demire raconte et illustre merveilleusement la longue, très longue lutte des femmes pour entrer aux Beaux-Arts, pas seulement comme muse, mais comme étudiante artiste du 19e siècle à nos jours. L'autrice remonte à l'Ancien Régime, qui bizarrement a été une période de grâce pour les femmes. L'Académie royale de peinture et de sculpture, de sa création en 1648 à sa suppression en 1793, a compté 15 académiciennes contre 450 académiciens. C'est pas si mal comparé au reste de l'histoire de cette école. Entre-temps, la Révolution française a rogné le droit des femmes, mais c'est surtout à partir de 1804, sacre de Napoléon Ier, que la récré est terminée pour les femmes. Avec le Code civil, les femmes sont placées sous la tutelle de leur mari et n'ont pas vocation à quitter le foyer, encore moins à apprendre ou à créer. Le livre d'Anaïde Demire réunit une iconographie impressionnante, tirée des archives de l'école, mais aussi de textes écrits par des femmes artistes comme Pauline Aurel, alias Marie Bashkirtseff, qui en 1880 appelle au soulèvement des femmes artistes dans un texte extraordinaire de modernité. Ce qui surprend, c'est que ce livre s'achève sur la décennie
décennie 1990-2000. Et on se demande surtout ce qui s'est passé entre 2000 et aujourd'hui, période cruciale dans le féminisme moderne. La réponse est dans le livre, mais une version initiale du livre qui a été pilonnée seulement 3 semaines après sa parution. Le livre a tout de suite été réimprimé sans le dernier chapitre qui raconte en effet, j'ai pu le lire, les années MeToo et relaie des cas de harcèlement de professeurs des Beaux-Arts sur des étudiants et étudiantes. Certains membres de l'école estiment que c'est une censure qui émanerait de l'un des anciens directeurs de l'école, mis en cause dans ce fameux chapitre supprimé. L'idée a même été émise de faire circuler une version pirate de ce chapitre supprimé. Alexia Fabre, la directrice des Beaux-Arts de Paris, explique que c'est une décision de la direction liée au manque de recul sur cette période trop récente. Elle ajoute tout de même à Libération que cette décision de retirer les exemplaires était, entre guillemets, discutable. Anaïde Demire, l'autrice, considère pour sa part que son livre est le prétexte de règlement de compte sexiste et la preuve révoltante et désespérante que l'histoire se répète. La lutte des suffragettes n'a pas dit son dernier mot. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous les 3 un beau mois d'avril rempli de lectures en fragments, au long cours ou au pas de course. Et je vous dis à bientôt au mois de mai pour les prochaines récoltes littéraires. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Merci à notre partenaire Studio à suivre, le podcast qui dessine, présenté par les éditions Casterman, d'avoir soutenu cet épisode. Tous les mois, Studio à suivre propose à un auteur ou à une autrice de confier son histoire et ses habitudes de dessin. Avec ce podcast, on entre dans l'atelier d'Enki Bilal, de Catel Muller, de Françoise Keuten et bien d'autres grands noms de la bande dessinée qui dévoilent les coulisses de leurs albums juste avant que la plume ou le pinceau ne se posent sur le papier. Pour comprendre ce qu'il y a de contemporain dans le trait de Margot Motin ou découvrir comment Lorenzo Mattotti manie la couleur, nous vous invitons à découvrir Studio à suivre, le podcast qui dessine, tous les premiers vendredis du mois sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!